pour vous accueillir et vous remercier d'être là avec nous et de participer à cet atelier sur le numérique responsable. Donc, c'est un sujet sur lequel vous êtes nombreux à nous interroger régulièrement, à nous demander ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez agir. Vous avez bien raison de vous poser cette question-là, parce que si notre conviction commune, et je présenterai bien sûr les participants ce matin, est que nous avons besoin du numérique, nous avons la nécessité d'un numérique responsable si nous voulons qu'il soit durable. Et si nous voulons utiliser ces solutions tout à fait pertinentes de manière durable, car elles ont évidemment un impact environnemental et en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour certains d'entre vous, et j'en vois ici, qui font le monitoring de leurs bâtiments, qui donc regardent de très près leurs usages et leur consommation électrique, on voit ce talon du numérique au sens très large, hein. Tout votre outillage, tous les ordinateurs et voilà, l'ensemble du numérique. Ce talon augmente et ce n'est pas encore vraiment le talon sur lequel vous agissez, parce que ce n'est pas celui qu'on avait précédemment identifié, alors que sur les autres sujets de sobriété énergétique, vous êtes beaucoup plus à la manœuvre avec non seulement les outils, mais les prestataires pour vous accompagner. Donc c'était vraiment important qu'on organise cet atelier pour les signataires du Pacte national, que vous êtes normalement presque tous ici, ceux qui ne le sont pas et qui ont été conviés par d'autres signataires du Pacte. Bien sûr, il est temps de le devenir et de rejoindre la communauté des signataires du Pacte national. Voilà, donc je ne serai pas tellement plus longue. Je vais vous présenter nos intervenants ce matin. Donc, excusez-moi de ne pas l'avoir fait, c'est peut-être parce que je connais beaucoup d'entre vous, mais donc je suis la directrice de la mission pour la transition énergétique, donc mission du gouvernement dédiée, comme son nom l'indique, à la transition énergétique et à la tenue de nos objectifs carbone. Et donc, vous l'aurez compris, ce matin, on est dans le cœur du sujet aussi. Georges Gambarini, qui est responsable des programmes Smart City et éducation à la délégation interministérielle chargée de la transition numérique, et Déborah Thébault, qui représente la délégation interministérielle chargée de la transition numérique également, mais qui est aussi spécialiste des sujets de transition numérique et énergétique, consultante, formée et certifiée par l'organisme Green IT. Donc c'est Déborah qui nous accompagne, que ce soit à la délégation ou que ce soit à la MTE sur ces sujets. Et nous sommes heureux de lui donner la parole ce matin pour qu'elle vous détaille 10 bonnes pratiques. Bien sûr, il y en a beaucoup plus et on vous dira après où est-ce que vous pouvez en connaître davantage. Mais en tout cas, 10 qui nous semblaient intéressantes de vous présenter et d'échanger avec vous ce matin. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je veux remercier aussi Isabelle Curobloc, qui est à côté de Catherine Dumortier, que vous connaissez toutes les deux. Elles sont responsables du Pacte national et donc vos intervenantes, vos référentes sur ces sujets. Ce contexte général, je pense que vous l'avez parfaitement en tête. Ce sont donc nos objectifs carbone ambitieux qui nous obligent tous, puisque, une fois encore, et je n'ai de cesse de le répéter, nous ne les tiendrons qu'ensemble, qu'avec une communauté monégasque au sens très large, qui soit parfaitement alignée et engagée sur ces objectifs. On a récemment publié les derniers chiffres de 2020. Je pense que notre publication méritait peut-être quelques commentaires complémentaires et notamment cette baisse vraiment drastique de 2020. Vous vous souvenez que 2020, ça correspond malheureusement à la Covid. Donc on est capable de faire des belles choses, mais quand l'activité s'arrête. Donc c'est un problème. Il n'est pas question de continuer avec une activité ralentie comme elle l'a été en 2020. Donc charge à nous tous de concilier développement économique et sobriété énergétique. La transition à Monaco, vous la connaissez, hein, surtout vous n'hésitez pas à revenir vers nous plus tard sur ces sujets-là si vous ne maîtrisez pas tout ça parfaitement, mais le Fonds vert national est dédié à cette transition. Il est aussi dédié pour vous accompagner dans cette transition. On a une aide aux entreprises pour leur transition énergétique. On vous accompagne dans vos bilans carbone, dans vos analyses de cycle de vie, dans des projets très concrets de réduction de vos émissions. Donc c'est un outil que vous n'utilisez pas encore beaucoup. Voilà, mais donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous donne quelques exemples, pour qu'on vous guide
pour avancer là-dessus. Il est à votre disposition sur ce sujet crucial. Le pacte national, je ne le détaillerai pas, c'est ce qui nous unit aujourd'hui et nous permet d'être en lien et d'être partenaires de cette transition. Et bien sûr, la mission pour la transition énergétique que j'ai l'honneur de diriger, qui est donc cet accélérateur et facilitateur de la transition énergétique ici en principauté. Sur le numérique, je laisse tout de suite la parole à Georges. Je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter un certain nombre de choses qu'on fait au sein du gouvernement sur la partie lien entre la transition numérique et transition environnementale, transition énergétique. Les deux transitions, elles sont éminemment liées l'une à l'autre. Si j'ose le dire, elles sont liées pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine manière. Elles peuvent être liées pour le meilleur, elles peuvent être aussi liées pour le pire. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'elles soient liées pour le meilleur. On va essayer de vous présenter avec beaucoup d'humilité certaines pratiques qui ont été mises en place au sein du gouvernement. Beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas une vérité ultime ce qui est mis en place, mais essayer de vous éclairer et de vous donner quelques exemples. Alors on parle souvent d'IT for Green. L'IT for Green, c'est des solutions, des services numériques qui vont faciliter, accélérer la transition environnementale au travers d'un gain environnemental. La première activité qui est très connue pour ça, c'est la dématérialisation, tout simplement. Donc la dématérialisation. Au sein du gouvernement, c'est à peu près un tiers de procédures numériques en ligne en plus depuis 2018, ce qui veut globalement dire un objectif d'économie, notamment en termes d'impression, en termes de papier, d'1,5 tonne à peu près au sein de notre activité Gouv. Si je prends vraiment mon activité personnelle sur les sujets de ville intelligente et de smart city, on va vraiment travailler sur deux choses dans nos activités, l'efficacité et l'accompagnement à la sobriété. L'efficacité, c'est comment est-ce que les technologies vont nous permettre de capter, d'analyser et de décider dans une logique d'impact environnemental positif. On va prendre des exemples assez classiques. Prendre le pouls de la ville, notamment monitorer le caractère qualité de l'air en principauté, le micro-monitorer à une échelle par exemple de la rue, ça va nous permettre demain de faire des meilleurs choix en termes de renaturation, des meilleurs choix en termes d'aménagement urbain et d'urbanisme au profit de cette transition environnementale. Donc on est vraiment sur des outils d'aide à la décision basés sur de la technologie qui vont nous aider à prendre une décision à impact environnemental positif. Autre exemple, juste au-dessus, sur l'avenue Princesse Charlotte, boulevard Princesse Charlotte, on fait des activités par exemple de détection de bus. On va détecter un bus qui est à l'approche d'un feu. En détectant ce bus qui est à l'approche d'un feu, on va lui donner une priorité pour qu'il ait un feu vert, accélérer sa vitesse commerciale, rendre son offre plus compétitive en étant plus rapide, et donc de facto faciliter un transfert modal grâce à une technologie en améliorant la compétitivité du transport public et des mobilités douces. Alors, le deuxième sujet, c'est la sobriété. On a parlé de l'efficacité, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, grâce à de la technologie, que ça fonctionne mieux, que ce soit plus efficace au service de la transition environnementale. Et le deuxième sujet, c'est l'accompagnement à la sobriété. Le meilleur exemple, c'est la mobilité. Là-dessus, c'est tous les applicatifs qui vont aider, notamment à du transfert modal. Donc l'idée ici, c'est de permettre un accès facilité aux services, au travers de différents applicatifs, et puis de permettre aussi un accès facilité à l'information autour du transport public. On va retrouver là-dedans des applications comme les applications autour de Monabike, donc Monapass par exemple. On va retrouver des services comme Klaxit pour le covoiturage, qui en ce moment fonctionne extrêmement bien, où on voit parfaitement le lien entre une application numérique qui facilite le matchmaking entre des conducteurs et des passagers, et une volonté environnementale de transition qui tourne plutôt efficacement. Autre petit exemple peut-être, le sujet autour de Livre ici, qui ne s'écrit pas exactement comme ça, mais qui est notre projet de e-livraison. L'objectif, c'est d'optimiser la livraison du dernier kilomètre. Optimiser la livraison du dernier kilomètre, c'est dire aux chauffeurs, vous allez savoir en temps réel quelles sont les places disponibles en principauté pour vous garer, grâce à des capteurs qui analysent la disponibilité de ces places. Vous allez pouvoir optimiser, du coup, votre tournée. En optimisant votre tournée, vous allez gagner du temps, vous allez moins tourner en cherchant une place, vous allez de facto moins polluer avec vos véhicules. On est vraiment sur ce lien vraiment entre l'optimisation des politiques urbaines grâce à la modélisation et grâce aux technologies. Je te rends la main sur le slide d'après.
Donc, Georges l'a dit, les opportunités sont vraiment multiples, voire infinies, et pour autant, vous l'avez également en tête, parce que ça commence à être largement documenté, même si les chiffres se stabilisent encore un petit peu, je dirais que ça n'a quelque part aucune importance. Le fait est que le numérique représente déjà 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et que cette tendance ne fait évidemment qu'augmenter puisqu'on multiplie les possibilités et les usages. Donc, il faut bien sûr avoir cette dimension en tête. Et que ce soit les consommations d'énergie, c'est une chose, mais cette autre facette du numérique est aussi largement documentée. C'est valable aussi d'ailleurs pour la transition énergétique et les véhicules électriques et plein d'autres choses. C'est bien sûr aussi l'impact sur les ressources, sur les minerais, sur les terres rares, sur beaucoup d'autres choses dont on voit bien aujourd'hui en contexte de crise énergétique combien ils sont précieux et combien ils peuvent nous manquer. Donc, c'est le contexte dans lequel nous nous inscrivons et encore une fois, comme Georges l'a indiqué, qui nous oblige à faire converger nos deux transitions. Georges. Je vais donner quelques exemples sur ce sujet. On a parlé tout à l'heure d'IT for Green, donc des nouveaux services qui vont être au service d'une certaine manière de causes environnementales ou de la transition environnementale. Là, on parle un petit peu plus de Green IT. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que notre impact, de manière générale, sur les différents services soit le moins important possible. Quelques exemples. Le premier sujet d'action du gouvernement là-dessus, c'est vraiment d'essayer d'objectiver, d'essayer d'amener une démarche scientifique dans l'analyse de l'impact carbone des projets. C'est des sujets d'analyse de cycle de vie, tout simplement, A to Z de nos projets numériques. On verra un exemple tout à l'heure qui est assez concret, qui vous montrera globalement à quoi ça sert et comment est-ce que ça peut apporter de la valeur. Le deuxième sujet, c'est la réduction du nombre d'équipements, surtout l'allongement de la durée de vie de ces équipements. C'est vraiment une politique de long terme sur les équipements à la fois mobiles et les équipements de type ordinateur. La mise en place de filières recyclées, on verra quelques exemples tout à l'heure d'actions qui ont pu être mises en place pour agir sur l'ensemble du cycle de vie, étant entendu, et encore une fois, Déborah nous montrera des chiffres, que le gros de l'impact vient de l'équipement. Assez classiquement, plus que de l'usage. L'intégration de clauses environnementales, ça c'est quelque chose qui est assez important au sein du gouvernement et qui je trouve accélère quand même. C'est-à-dire que dans nos notes de consultation, dans l'ensemble de notre politique d'achat, d'une certaine manière, on va intégrer un certain nombre de clauses environnementales. Alors très clairement, le positionnement prix reste quand même un facteur plus important, probablement, ou sur ça ne ferait plus pondéré, mais c'est vraiment quelque chose qui va être analysé systématiquement dans nos politiques d'achat et dans nos clauses contractuelles. Maîtrise de la consommation énergétique, assez classique. Réduction des impressions, également assez classique, avec beaucoup de solutions très pratiques et très simples à mettre en place pour réduire ce sujet-là. Et puis des actions de sensibilisation, peut-être celles qu'on fait aujourd'hui notamment, mais celles qu'on fait également auprès de nos différentes équipes. Alors, j'ai conscience qu'on vous attaque avec un slide un peu techno dès 9h30 du matin, mais l'objectif, c'est vraiment, au travers de ce slide, de vous montrer différents points. On est là sur des graphiques qui nous présentent l'impact environnemental de quelque chose qui est assez basique, qui est la dématérialisation des bulletins de paye au sein du gouvernement. L'objectif, c'est de vous montrer à la fois que ce qui peut paraître comme quelque chose à impact environnemental très positif, comme la dématérialisation des bulletins de paye, ne l'est pas forcément de manière naturelle, sans agir sur d'autres facteurs. Et on arrive à comprendre ces facteurs au travers d'une analyse de cycle de vie du produit. Être assez basique, lorsqu'on fait au sein du gouvernement l'analyse du cycle de vie de la dématérialisation de nos bulletins de paye, on se rend compte que sans mutualisation de nos infrastructures, c'est-à-dire qu'avec une infrastructure totalement dédiée à cette dématérialisation de nos bulletins de paye, sans mixer nos infrastructures avec d'autres services, le poids de l'infrastructure est tel sur l'impact carbone du projet au global que quand bien même on est à 100% de dématérialisation et quand bien même on a zéro réimpression des bulletins de paye, on n'est jamais positif. On n'a aucun impact positif sur le volet carbone. En mutualisant nos infrastructures, globalement, en les mutualisant avec d'autres services, donc en ayant une urbanisation de notre système d'information, en allant basiquement diminuer la volumétrie des serveurs, en faisant différents serveurs, un seul serveur pour différents usages, etc. etc. En termes d'urbanisation DSI, on a historiquement tendance plutôt à siloter
C'est un serveur, une infra par sujet. Là, l'objectif, c'est d'être en capacité, avec des nouvelles règles de cybersécurité, sur certains sujets, d'arriver à mutualiser et donc à diminuer la volumétrie d'infrastructure. Et vous vous rendez compte qu'on peut être, avec le schéma de droite, avec cette mutualisation, à impact positif. Mais on n'est pas tout le temps, on n'est pas naturellement. On l'est qu'à partir du moment où on a suffisamment de personnes qui acceptent la dématérialisation, et à partir du moment où on a suffisamment de personnes qui acceptent de ne pas réimprimer leur bulletin de paye. C'est la base de tout, mais qui est quand même un point important. Et donc un petit peu comme en finance, on se retrouve avec un point mort sur le projet en termes d'impact carbone. Et ce point mort, c'est impossible de le déterminer sans une analyse de cycle de vie du projet. Et quand vous avez ça au lancement de votre projet, vous savez ce que vous devez atteindre. Vous savez comment vous devez calquer votre communication pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'ils réimpriment. Et vous savez que si vous n'atteignez pas 30% à un horizon temporel raisonnable, vous n'obtenez pas le gain carbone recherché. Donc, il y a 10 ans, personne ne savait faire ce type d'analyse. Aujourd'hui, il y a des ABAC qui ont été mis en place. Il y a des bases de données qui permettent de faire du comparable et des benchmarks. Et il y a des spécialistes. Et je vais passer la parole à une spécialiste qui sait faire ce genre d'exercice-là. On ne le fait pas sur tous nos projets. J'anticipe sur une question. Ça reste quand même un coût temporel, financier. On ne le fait pas forcément sur tous nos projets. On va vraiment le faire sur des projets assez phares. Et on est en train vraiment de généraliser et d'industrialiser cette pratique. Hop. Merci. Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me faire un petit signe, notamment au fond. Avant de passer aux bonnes pratiques, je vais juste expliquer rapidement l'origine des impacts. Pourquoi? C'est juste que ça sert justement à mieux comprendre et vous verrez après les bonnes pratiques, elles sont beaucoup plus intuitives. L'origine des impacts, de toute façon, Annabelle et Georges l'ont déjà expliqué. Alors je vais tout de suite casser un mythe. Vider sa boîte mail, c'est pas la bonne pratique qui a le plus d'impact. C'est déjà super parce que ça prouve que vous vous engagez et que vous avez envie d'agir. Mais par contre, il y a aussi d'autres actions que vous pouvez mettre en place et qui auront un impact d'autant plus important. C'est le processus en fait, de fabrication qui est à l'origine de la grande majorité des impacts, que ce soit notamment tout ce qui est changement climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau et utilisation tension sur les ressources. C'est exactement ce qu'ils ont expliqué. Il y a juste sur la partie consommation d'énergie où en fait la partie utilisation prédomine, même si la partie fabrication a quand même un gros impact. Et donc ça vaut pour tout en fait, que ça soit ce qu'on appelle les usages finaux, donc c'est-à-dire vos usages, le téléphone, les ordinateurs, télé, etc. Ou aussi tout ce qui est réseau et centre informatique. Tout ce qui est réseau, donc c'est-à-dire tout ce qui est câblage, antennes 3G, 4G, 5G, etc. Et centre informatique, mieux connu sous le nom data center. Alors pourquoi cet impact? C'est dû au fait qu'il y a une extraction des ressources très importante qui est nécessaire. Je donnerai quelques chiffres un petit peu après. Et qui sont générateurs d'impact, que ce soit les mines, que ce soit l'utilisation de solvants en fait, pour justement dissocier les métaux rares de la roche, etc. Donc ça engendre beaucoup de pollution, notamment chimique de l'eau, etc. Et l'utilisation, en fait, tout ce qui est production de chaleur, parce qu'il faut chauffer à des ultra hautes températures, même pour le recyclage, on en reparlera. Et donc c'est ça en fait, qui fait que tout ce processus de fabrication a un gros impact. L'autre point, c'est que la chaîne de production est aussi majoritairement en Chine, où le charbon représente 60% du mix énergétique et du poids de l'importation. C'est une différence aussi. Nous, dans la phase d'utilisation, par exemple, en France, on est beaucoup sur le nucléaire, qui est moins carboné que le charbon. Voilà un petit peu pour l'origine des impacts. Sur la répartition des impacts, en fait, justement, je parlais de terminaux utilisateurs, de réseaux et de centres informatiques. La grosse majorité des impacts, c'est sur tout ce qui est terminaux utilisateurs, c'est-à-dire ce que je disais, vos écrans, vos ordinateurs, les smartphones, les box internet, ce genre de choses. Donc ça concentre la plus grosse part des impacts, entre 65% et 91%. C'est assez facile au final, maintenant qu'on sait ça, vous allez voir justement pour les autres bonnes pratiques. Je vous ai mis une petite photo aussi justement d'une mine pour représenter aussi, pour pouvoir le voir, parce que ce sont beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas chez nous. Donc on voit en fait, la petite boule, c'est la quantité de cuivre qui a été extraite. Alors c'est une représentation artistique, mais sur des bases scientifiques. C'est la quantité de cuivre qui a été extraite de ce gros trou, en fait, de cette grosse mine, pour justement extraire des ressources nécessaires, tout ce qui est équipement numérique, mais aussi énergie renouvelable, etc. Et en fait, un petit chiffre, c'est qu'il faut 800 kg de ressources pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. Voilà, c'est le chiffre. Pour un écran, il faut 2 tonnes. À partir du moment où on sait ça,
Là, on va passer aux bonnes pratiques. Ça va être assez, normalement, un peu plus simple à mettre en place. Les entreprises peuvent agir. C'est pas que, voilà, que les gouvernements, etc. Vous tous, vous pouvez agir, puisque justement, il y a certaines mesures qui ont été faites, notamment donc, par les équipes de Green IT. Les chiffres qui sont donnés là, c'est sur un benchmark d'entreprises françaises, belges et suisses en 2021. Donc c'est quand même assez récent et assez représentatif justement pour vos entreprises. Donc les chiffres que l'on voit là, en fait, c'est l'impact, l'empreinte numérique, donc l'impact environnemental du numérique d'un utilisateur en entreprise, donc un de vos salariés. Donc on a pris justement entre 7 et 8 heures de travail sur les 220 jours ouvrés, voilà, le calcul de base, à l'échelle d'une année. C'est-à-dire qu'un salarié, à l'échelle d'une année, en fait, en termes de consommation d'énergie primaire, ça équivaut à 2 écrans géants de 85 pouces allumés en permanence. Le fait de travailler en entreprise. C'est aussi presque 5000 km en voiture. Donc je ne sais pas si certains ont fait justement un bilan carbone un peu plus détaillé avec le kilométrage en voiture. Vous avez vu à peu près à combien vous étiez. Ben voilà. Il faut rajouter 5000 km juste pour l'utilisation du numérique pendant votre travail. Et voilà, 519 packs d'eau aussi de 9 litres. Et en termes d'extraction de ressources, c'est l'équivalent aussi de 5 voitures. Le point positif, une fois qu'on a dit ça, c'est que vous pouvez agir. Donc ça permet donc un gain environnemental par rapport à tout ce que j'ai expliqué, mais aussi, vous allez le voir, des économies financières. Donc c'est vraiment aussi intéressant pour les entreprises et aussi voilà, pour le gouvernement. C'est aussi un élément différenciant. Georges a parlé justement, il y a de plus en plus de marchés qui ont des clauses environnementales. Ça permet déjà de répondre à ces genres de marchés. Et même pour les marchés ou les expressions de besoin où il n'y a pas de clause environnementale, ça reste quand même un élément différenciant, donc un facteur de compétitivité. Et dernière chose, je pense que vous en avez de plus en plus conscience, c'est un avantage en termes de résilience. Ce que ça signifie, c'est qu'en ce moment, vous avez dû le voir, il y a des problématiques d'approvisionnement et le numérique en fait partie. Il y a certains équipements numériques qui sont très compliqués en fait à acheter et justement à avoir ici. Il y a des délais de plus en plus longs, donc c'est aussi un avantage, vous allez le voir, je vais l'illustrer. Et en termes de consommation énergétique, je pense que tout le monde est un petit peu inquiet par rapport à la hausse des tarifs énergétiques. Et justement, ces actions-là permettent aussi une maîtrise énergétique, donc une maîtrise de la facture. Sur les chiffres, j'ai oublié de préciser qu'en fait, il y a une grande partie des impacts qui ont lieu hors de la France. Donc c'est ce que j'ai expliqué précédemment, notamment l'extraction en Chine, etc. Il faut augmenter un petit peu les chiffres aussi sur tout ce qui est utilisation des data centers qui sont à l'étranger. Donc il faut rajouter quelques pourcents en plus. La bonne pratique numéro 1, en fait, c'est de réduire le nombre d'équipements. Les bonnes pratiques que vous allez voir, donc les 10, elles sont par ordre décroissant d'impact. C'est-à-dire que je vais commencer par celles qui ont un impact le plus fort et descendre en fait jusqu'à celles qui ont un impact un peu plus modéré. Ça vaut le coup de mettre pas mal de choses en place, mais vous pouvez justement, en termes de priorisation, si vous vous posez la question pour votre entreprise, ça vaut le coup de commencer par les premières bonnes pratiques. Donc la bonne pratique numéro 1, c'est de réduire le nombre d'équipements, justement en lien avec tout ce que j'ai expliqué. Soit en refusant l'achat d'équipements et en vous questionnant sur le besoin. Par exemple, est-ce que vous avez besoin d'un nouvel écran géant dans votre vitrine ou dans votre hall, ce genre de choses. Deuxième action, c'est allonger la durée de vie. Donc je vais illustrer par exemple avec le gouvernement, on a allongé la durée de vie des ordinateurs de 3 ans à 5 ans. Ce qui nous a permis justement, on a pu le mesurer avec les analyses de cycle de vie. Ça permet d'économiser en fait l'équivalent de 191 allers-retours Paris-New York en avion en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et en termes d'extraction de ressources, 1074 voitures. Donc c'est quand même assez conséquent pour un allongement en fait de 2 ans à l'heure actuelle. Et aussi, donc on a fait aussi la même démarche pour tout ce qui est imprimante individuelle. Après, je ne vais pas passer tous les exemples dans le détail, mais vous avez quelques équipements, quelques exemples. On est à 25% là, de diminution du parc d'imprimantes individuelles. L'autre action, c'est la mutualisation. La mutualisation, ça peut être justement passer d'un parc d'imprimantes individuelles à un parc mutualisé. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle le BIOD, en fait. C'est le fait d'utiliser son portable personnel, par exemple, à des fins professionnelles. C'est ce qui a été mis en place en fait, au gouvernement, c'est proposé par le gouvernement.
Il y a des systèmes bien sécurisés, enfin, c'est vraiment bien maîtrisé. Et il y a 1000 agents et fonctionnaires qui l'utilisent actuellement, ce qui a permis justement en fait, d'économiser en termes de ressources l'équivalent de 65 voitures. Le petit plus pour votre entreprise, c'est un gain financier qui dit allongement de la durée de vie, qui dit mutualisation, donc diminution du nombre d'équipements. Ça veut dire moins d'équipements achetés et généralement, enfin nous à chaque fois, ça a été aussi un gain financier. Donc c'est le petit côté positif. Et une meilleure sécurisation de l'approvisionnement. Moins vous changez, moins c'est difficile aussi de vous approvisionner. La deuxième bonne pratique, pour un rebond justement de ce qui est expliqué, c'est d'améliorer la connaissance de son système d'information et de réaliser une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, c'est justement connaître l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais également tout ce qu'on a expliqué avant, tension sur les ressources, consommation énergétique, etc., de la fabrication à la fin de vie. Donc on prend en compte tout ce qui est extraction de matières premières pour la fabrication, tout ce qui est justement utilisation de solvants chimiques, le transport, la distribution, l'utilisation, et également aussi donc la fin de vie, parce que tout ne se recycle pas, et la valorisation pour ce qui peut être recyclé. Donc ça nous permet justement d'objectiver, Georges l'a bien expliqué. Avant même les analyses de cycle de vie, ce qui peut être intéressant pour la connaissance, c'est de réaliser un inventaire de vos équipements. Dans tous les cas, vous aurez besoin de cet inventaire pour la réalisation de l'analyse de cycle de vie. Mais rien qu'un inventaire en fait, des équipements, une cartographie aussi de vos logiciels et les fonctionnalités, c'est un bon point de départ. Le petit plus pour vous, c'est justement aussi des achats facilités. À partir du moment où vous avez un inventaire à jour de vos équipements, ça veut dire qu'en termes de gestion aussi, de vos amortissements, de revue des stocks, etc., c'est tout de suite beaucoup plus simple. Donc ça vaut le coup de le faire. Et aussi un gain financier, on y revient, s'il y a des doublons qui sont évités. Combien de fois il y a des choses qui ont été commandées alors qu'en fait il y en avait dans les placards et on aurait pu s'en passer. Sur les analyses de cycle de vie, le gouvernement, à l'heure actuelle, en a réalisé 5. Tout ce qui est parc d'imprimantes individuelles et consommables, d'où le lien avec le point précédent. Ordinateur et écran, donc c'est à ce moment-là, justement, on parlait d'orienter les actions qu'on a choisi de prolonger, de garder les équipements plus longtemps, de 3 à 5 ans. La partie biode aussi, donc le fait d'utiliser son portable, on l'a mesuré pour pouvoir quantifier l'impact. Et comme le disait Georges, on ne le fait pas sur tous les projets, mais on le fait justement sur certaines typologies de projets. Donc tout ça, en fait, les 3 premiers sont des équipements. Et on le fait aussi justement pour tout ce qui est services numériques, produits numériques. Donc Georges a illustré la partie numérisation des bulletins de paie. Donc c'est bien un service numérique, mais derrière on parle, vous voyez là c'est marqué numérisation et pas dématérialisation, c'est un choix exprès. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment dématérialisé. Derrière votre bulletin de paie électronique, il y a des serveurs, il y a des boîtiers de cryptographie, etc. Il y a du réseau. Donc voilà, on l'a mesuré, on a fait une analyse comparative aussi avec le processus papier. La numérisation des échanges internes, donc ça c'est interne au gouvernement, on a voulu mesurer aussi l'impact de ce point-là. On a lancé ensuite des actions d'optimisation qui ont été lancées et qui se poursuivent, donc celles évoquées précédemment et notamment aussi par Georges. Et il y a 2 nouvelles analyses de cycle de vie qui sont en cours actuellement, cette fois-ci à l'échelle de programme, donc ça veut dire un ensemble de services numériques. La troisième bonne pratique qu'on vous propose, c'est de réparer et donner une deuxième vie à votre matériel informatique. Pour réparer, en fait, vous pouvez privilégier du matériel à fort indice de réparabilité. C'est quelque chose qui a été lancé donc, notamment en France, alors de mémoire, c'est 1 ou 2 ans. Et c'est assez intuitif, en fait. Il y a un indice de réparabilité qui prend en considération la documentation utile, est-ce qu'il y a les pièces qui sont réparables, la durée justement de mise à disposition de pièces de rechange sur le marché, ce genre de choses. Donc ça peut vous orienter justement pour avoir du matériel qui se répare un peu plus facilement, plutôt que d'avoir à changer justement tout l'équipement s'il faut remplacer une pièce. L'exemple phare, par exemple, c'est est-ce que la batterie de votre ordinateur est amovible ou pas? Si la batterie est soudée, en fait, comme c'est ce qui faiblit le plus rapidement, ça veut dire qu'il faut en général changer l'ordinateur juste pour la batterie. Une batterie amovible, vous avez juste à changer la batterie plutôt que d'avoir à changer tout l'ordinateur. Et comme l'écran a aussi un gros impact, ça vaut le coup. Vous pouvez aussi faire réparer le matériel via les garanties dans vos contrats.
Il y a une liste des réparateurs de Monaco qui est disponible sur Your Monaco, parce que la question qui se pose aussi s'il n'y a pas de garantie, c'est comment je fais pour le réparer. Moi, à titre personnel, je ne sais pas réparer mon ordinateur toute seule. Donc il y a une liste sur Your Monaco, et en France aussi, ça s'appelle Longue vie aux objets. Et vous pouvez mettre, si vous le pouvez, en place une équipe de réparation interne. Le petit plus pour votre entreprise encore, c'est une meilleure résilience si vous pouvez avoir de la réparation en local plutôt que d'envoyer votre ordinateur à réparer loin plus le rapatrier. Et là aussi, bon, des gains financiers parce qu'à partir du moment où vous changez la batterie plutôt que tout l'équipement, vous y gagnez. Sur la seconde vie, vous pouvez le mettre en place aussi, c'est donner ou vendre à prix réduit, soit à des associations, soit à des collaborateurs, en fait, les équipements qui ne sont plus assez performants pour votre activité. Vous pouvez aussi les réaffecter si par exemple vous avez un ordinateur qui demande beaucoup de capacité graphique et que vous avez des équipes de graphistes ou autres, beaucoup de capacité de calcul et que l'ordinateur n'est plus assez puissant pour leur activité, il peut être assez puissant par contre pour les usages de bureautique. Et vous pouvez aussi le réaffecter en interne au sein de votre entreprise. Et là pareil, gain financier puisque vous n'avez pas à racheter un ordinateur de bureautique. C'est assez pratico-pratique. Juste le petit point d'attention, si vous le donnez notamment à des associations, dans certains pays, vérifiez juste la disponibilité de filières de recyclage, que ça ne finisse pas dans les filières illégales. On y reviendra tout à l'heure. Et donc pour les actions réalisées par le gouvernement, voilà, nous on travaille beaucoup justement sur la réparation des équipements. La bonne pratique numéro 4, déjà évoquée, c'est intégrer des critères environnementaux dans les choix d'équipements. Les achats, et là en rebond justement de la conférence sur les achats responsables organisée par la MTE, les achats sont un des principaux leviers d'action en fait en faveur de la transition environnementale, et le renouvellement en fait justement de vos équipements, c'est le moment idéal pour revoir votre stratégie. Par exemple, vous pouvez mettre en place une démarche de réduction du nombre d'équipements. Ce qu'on a fait, nous, en fait, pour les imprimantes individuelles, c'était dans le cadre du renouvellement du parc d'imprimantes individuelles. On a proposé aux gens, voilà, on doit en racheter. Est-ce que vous voulez forcément la remplacer ou est-ce que vous pouvez passer sur du parc mutualisé? Et de facto, on a ajusté le marché à cette occasion. Ou d'allongement de la durée de vie. Là, c'est pareil, si vous aviez un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut être le bon moment pour vous dire, voilà, combien de temps est-ce qu'on les garde pour le nouveau contrat. Vous pouvez aussi dissocier les achats d'équipements qui ont une durée de vie différente. Par exemple, les écrans peuvent avoir une durée de vie plus importante qu'un ordinateur. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un lot 4 ans pour écran et ordinateur, par exemple. Vous pouvez faire 4 ans ou 5 ans pour l'ordinateur et garder l'écran 7 ans, 10 ans. L'intégration de clauses environnementales, ça peut être du matériel reconditionné, des questions sur la performance environnementale des équipements, donc tout ce qui est ACV, donc c'est analyse de cycle de vie, le diagnostic objectif, consommation énergétique, ça de toute façon ils le fournissent tous, donc vous pouvez le regarder et le demander. Tout ce qui est labellisation, donc les labels mentionnés ici ont aussi une dimension éthique, c'est-à-dire qu'ils regardent en fait tout ce qui est capacité à réparer, mais également les usines dans lesquelles les équipements ont été fabriqués. Est-ce que les minerais viennent de mines illégales ou pas? Toute la question en fait, de la transparence. Ça regarde aussi les produits nocifs qui sont dans les ordinateurs. Est-ce qu'on a commencé à les réduire ou pas? Tout ce qui est emballage et transport, le suremballage. Donc ça, vous pouvez poser des questions sur tout ce qui a été mis en place pour optimiser. Et les stratégies RSE de l'entreprise. Pour agir, bon, je ne reviens pas sur ce qui a été fait puisque ça a déjà été évoqué, et juste les questionnaires environnementaux justement pour vous aider vont être déposés, vont être mis à disposition. Cinquième bonne pratique, vous pouvez adapter votre data center, ou si vous n'en avez pas, en fait, questionner votre fournisseur sur ces pratiques. Donc la consommation d'énergie, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, représente la plus grande part des impacts d'un data center, tout ce qui est utilisation ou fabrication justement des équipements. Et du coup, les axes d'action, là encore, c'est assez pratico-pratique, ça concerne la maîtrise du nombre d'équipements, comme toujours, et de la consommation énergétique. Donc pour ça, si vous en avez la possibilité, au moment de la conception, vous pouvez en fait recourir à un bureau d'études spécialisé ou travailler sur la configuration de la salle, en fait mettre en place ce qui s'appelle allée chaude, allée froide pour mieux maîtriser la climatisation. Regardez le système de refroidissement en fait, parce que le refroidissement liquide,
Ça aide mieux justement à refroidir que la climatisation. En général, on le maîtrise un petit peu mieux. Il y a le choix des équipements, j'insiste là-dessus. Il y a une classe de matériel qui s'appelle HRAE, classe A3, A4. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu inquiétant? C'est les températures en fait, maximales que l'équipement peut supporter. Et ces classes-là, en fait, elles supportent des températures plus élevées. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que pour des endroits comme ici, à Monaco, il fait plus chaud, on n'a pas tout ce qui s'appelle le free cooling, le refroidissement naturel. Avoir du matériel qui supporte de plus grandes hausses de température, ça veut dire aussi un besoin de climatisation inférieur, donc vous y gagnez. Et tout ce qui est rationalisation, virtualisation, donc ce qu'on entend par là, c'est le fameux terme en fait, de machine virtuelle. Avant, il y avait, comme l'expliquait Georges, un serveur physique pour un projet. Maintenant, avec ce qu'on appelle les machines virtuelles, on peut mettre plusieurs serveurs virtuels sur un seul serveur physique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs projets sur un serveur physique et on retrouve là la diminution du nombre d'équipements. Les enjeux pour vous sont des coûts d'exploitation moins importants. Il y a certaines choses qui peuvent être plus coûteuses au début, les études, l'achat du matériel un peu plus cher. Par contre, et puis là, avec les factures énergétiques, vous comprenez, ça veut dire aussi des coûts d'exploitation moins importants. Donc là, vraiment travailler sur la durée. Et aussi une meilleure résilience. L'exemple des hôpitaux londoniens, c'est que cet été, les deux principaux hôpitaux de Londres ont vu leur système d'information en fait, tomber à cause de la canicule. Donc on parle bien de ça, en fait, de résilience et la capacité à continuer à poursuivre son fonctionnement. Donc ça devient un enjeu de plus en plus critique avec le réchauffement climatique. Côté gouvernement, donc les actions sont toujours en cours. On est en train de finaliser un inventaire des équipements du data center pour justement effectuer un décommissionnement partiel. Par décommissionnement, on entend justement en fait retirer des équipements dont potentiellement on n'aurait plus besoin. On regarde justement comment optimiser le plus possible et diminuer le nombre d'équipements. Et on commence aussi à faire une instrumentation électrique de la salle serveur. On avait besoin d'un peu plus de détails. Sur la 6e, alors là c'est assez intuitif, on respecte en fait les règles de recyclage de déchets, d'équipements électriques et électroniques. Si vous êtes propriétaire du matériel informatique, en fait si les ordinateurs vous appartiennent, en fait vous êtes responsable de ce qu'on appelle le transfert de votre matériel en fin de vie. C'est-à-dire que le recyclage ne se fait pas à Monaco et on parle d'export transfrontalier en fait de déchets. Et donc toute la documentation dont vous avez besoin est disponible justement sur ce lien-là. Je ne vais pas dans le détail, je vous laisserai regarder. Et si vous êtes locataire du matériel, vous pouvez aussi ajouter une clause juridique, parce que locataire du matériel, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive à la fin à votre équipement, une fois que votre leasing, votre location est terminée. Mais vous pouvez quand même rajouter une clause en fait, pour rappeler la législation dans votre contrat, pour rappeler quand même les bonnes pratiques à votre prestataire, voire en demandant un bordereau de traçabilité pour savoir où est-ce que l'équipement en fin de vie a été déposé. Nous, côté gouvernement, comme l'a évoqué Georges, en fait, on a mis un partenariat en place avec la SMA, donc la Société d'assainissement monégasque, et l'ADO, qui est la Direction de l'aménagement urbain, donc ce sont ceux qui gèrent justement tous ces aspects-là, une filière dédiée au recyclage des D3E. Donc voilà, on a des emplacements spécifiques, vraiment adaptés à notre activité. Sur 7e bonne pratique, je mets en place ou fais mettre en place des procédures de gestion d'énergie des équipements installés. Un ordinateur en veille utilise 20 à 40% de l'équivalent de sa consommation en marche, d'après l'ADEME. Donc ça, n'hésitez pas à regarder justement dans vos clauses environnementales la consommation en veille et en marche pour regarder un petit peu. Et vous pouvez mettre en place des dispositifs d'extinction automatique et aussi des paramétrages en mode économique des équipements. Donc là, pareil, ça commence à contribuer aussi à diminuer les factures d'électricité. Côté gouvernement, on a mis en place un dispositif d'extinction automatique des imprimantes multifonctions. Alors c'est assez classique, mais voilà. Et en journée, les écrans n'ont pas de dispositif de veille animée. C'est aussi voilà, les petits trucs, donc ça c'est pareil, on a enlevé. 8e bonne pratique, antépénultième, les solutions de réduction des impressions. Alors pourquoi on parle d'impression alors qu'on est un atelier sur le numérique responsable? C'est pour éviter le cumul des impacts. Comme l'expliquait Georges, en fait, c'est parce qu'on a une solution numérique que derrière, on n'a plus d'impression ou d'utilisation de papier. Qui n'a pas, par exemple, réimprimé son bulletin de paye? Qui n'a pas réimprimé un mail ou un dossier pour une réunion?
Et du coup, il y a plusieurs leviers qui existent pour la réduction du nombre d'impressions, éviter de cumuler justement la fabrication des équipements numériques plus la fabrication de papier. C'est le paramétrage par défaut recto-verso, noir et blanc. Donc ça réduit de facto. Le déclenchement des impressions par badge, ce qui permet aussi un renforcement de la confidentialité. Un message de sensibilisation, une petite pop-up lors de l'impression pour demander aux gens est-ce que vous êtes sûr de vouloir imprimer votre mail. Une charte graphique économe en encre et papier, c'est-à-dire en fait il y a des polices qui sont plus économes, qui consomment 24% de moins que d'autres. C'est tout bête, mais voilà, si ça peut être le petit plus, ou tout ce qui est à plat transparent, donc c'est-à-dire éviter les chartes graphiques où vous avez du rouge, du bleu, du vert de partout sur toutes les brochures que vous imprimez. Je parle bien de ce qui est imprimé. Sur un écran, c'est un peu différent. Et réutiliser en fait les cartouches ou les recycler. Donc là aussi, il y a une partie diminution des dépenses. Nous, on a mis ce genre de choses en place. Donc, je ne m'étends pas dessus parce que c'est assez simple. Avant-dernière bonne pratique, privilégier les solutions éco-conçues. En fait, pour agir, vous pouvez réaliser un diagnostic avec ce qui s'appelle en fait Green IT Analysis. C'est un petit module que vous pouvez installer. On vous fournira justement, il y a un petit mode opératoire. Et vous pouvez en fait voir toutes les bonnes pratiques pour votre propre site web, là où vous pouvez commencer à agir. Est-ce que ce sont des photos trop grandes? Est-ce que c'est un partage de données trop important, etc. Sur les bonnes pratiques, en fait, c'est quantifier le besoin et réduire les fonctionnalités non essentielles. J'ai fait l'exemple entre Yahoo et Google. Yahoo, pour faire une recherche, en fait, vous devez regarder les actualités sur Johnny Depp, vous avez votre horoscope, la bourse, la météo, etc. avant de trouver la barre de recherche. Google, qui est quand même un GAFAM, voilà, ça reste très épuré. Et en plus, derrière, il y a un avantage parce que ça fonctionne en faible débit. Et aussi vérifier que votre service peut être utilisé sur des équipements de 5 ans ou plus. On parle toujours, voilà, obsolescence logicielle. Je ne reviens pas sur les clauses d'éco-conception. L'avantage, c'est que ça permet aussi de réduire la fracture numérique. Donc, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, c'est plus simple d'utiliser un Google qu'un Yahoo. Ils sont moins perdus. Un parcours utilisateur où c'est simple de naviguer, en fait, ça renforce la lisibilité, donc le taux d'engagement. Ça a aussi un avantage pour votre entreprise. Qui n'a pas, au moment de réserver un billet de train avec des pop-up de partout, été stressé, agacé, etc. Donc, vous contribuez aussi à renforcer le taux d'engagement. Et donc nous, voilà, on a commencé à mettre en place aussi ce genre de démarche sur des projets qui sont encore en cours. Dernière bonne pratique, sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques, c'est-à-dire celles évoquées, mais également les bonnes pratiques énergétiques. Donc éteindre les équipements le soir, parce qu'il y a 60% des personnes qui n'éteignent pas leur poste de travail tous les soirs ou 20% qui n'éteignent jamais. Aussi la connexion en fibre ADSL plutôt que 4G, 5G, parce que l'utilisation de la 4G, c'est 23 fois plus important en termes de consommation énergétique que du Wi-Fi à bande passante consommée identique pour un smartphone. Donc ça veut dire, en fait, quand vous êtes au bureau, juste mettez-vous sur le Wi-Fi ou le filaire, et voilà, c'est assez simple. Et voilà, tout ce qui est soin des équipements, réduction des impressions, on l'a évoqué. Par rapport au mail, en fait, il faut 2 fois plus d'énergie pour transporter une donnée que pour la stocker. C'est dû notamment en fait à tout ce qui est box internet, antenne, 3G, 4G, etc., ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc en fait, privilégier les plateformes de partage de fichiers plutôt que d'envoyer des mails avec des grosses pièces jointes. Donc nous, on a mis en place voilà, des événements de sensibilisation aussi pour les agents et fonctionnaires de l'État. Voilà. Est-ce que tu veux aller plus loin? Présenter. Comme je vous le disais tout à l'heure sur le site de la mission pour la transition énergétique, sur la page qui est indiquée là, vous pourrez trouver donc une page dédiée au numérique responsable. Vous trouverez non seulement la présentation, mais le guide du numérique responsable que l'on vous propose de télécharger ou de lire sur écran, qui reprend ces bonnes pratiques, qui va un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment un outil qu'on a conçu pour vous documenter, ainsi qu'une charte du numérique responsable. Alors cette charte, on ne vous propose pas de la signer comme on signe le pacte national, mais par contre, si vous voulez l'utiliser pour mobiliser vos collaborateurs, pour même la faire signer en interne ou l'afficher, enfin bref, elle est vraiment à votre disposition. Elle récapitule un peu ces bonnes pratiques et peut vous guider dedans. Bien sûr, vous pouvez vous prévaloir de
de sa signature, mais de façon officieuse. Enfin, voilà. Si on a enregistré la conférence ce matin, c'est aussi, et d'ailleurs on va clore l'enregistrement avant les débats, pas parce que ces débats sont confidentiels, mais simplement pour vous dire que cette partie sera disponible online si vous souhaitez la partager avec d'autres collaborateurs. Et bien sûr, on la mettra à disposition sur le site pour des signataires du pacte qui n'auraient pas pu être là avec nous. Donc on essaie de mettre le maximum d'informations à votre disposition. L'équipe reste disponible pour aller plus loin. On va bien sûr maintenant échanger. Et encore une fois, je l'avais dit en introduction, notre aide du Fonds vert national pour vous accompagner dans ces études qu'on a mentionnées, des études d'analyse de cycle de vie, de bilan carbone, de projets concrets. Donc là aussi, et notamment Isabelle Curobloc, on est à votre disposition pour vous accompagner dans ces projets très concrets. Oui, bien sûr, tu veux compléter ? Je retiens deux choses en fait. La première chose, c'est on a beaucoup parlé d'objectivation aujourd'hui. Il faut objectiver ces projets, il faut remettre un peu de statistiques, un peu d'analyse fine sur l'impact qu'ils ont. Mais objectiver, ça ne veut pas dire ne pas faire. Les projets numériques, on l'a vu tout à l'heure, ils ont un impact environnemental. On est à 4%, ça va progresser. L'objectif pour nous, c'est qu'on est en train de construire une sorte de monde numérique et que pour la première fois dans le temps industriel, d'une certaine manière, on a cette conscience environnementale, on a cet enjeu environnemental qu'on maîtrise tous et qu'on a compris. Donc charge à nous de le faire de manière intelligente. Il y a des projets numériques qui auront un impact négatif. L'objectif, c'est de comprendre comment est-ce qu'on les diminue, ces impacts négatifs, et on ne peut le faire qu'en ayant objectivé l'ensemble du coût complet environnemental d'un projet. Et le deuxième sujet, qui me semble vraiment très important, même si ce n'est pas celui qui fait le plus grand gain, c'est la volonté de sensibilisation et de formation. Quand on était enfant, enfin, du moins moi je l'ai beaucoup entendu, on me demandait de ne pas laisser couler l'eau et on me demandait d'éteindre la lumière. Je ne pense pas qu'on m'ait dit à ce moment-là, parce que ce n'était pas le moment d'éteindre l'ordinateur. Et si vous faites des tests basiques au sein de vos entreprises, faites demain une mise à jour au travers de votre système de gestion de parc, et vous faites une mise à jour sans imposer le réallumage de l'ordinateur, le redémarrage de l'ordinateur. Vous regarderez les choses et vous regarderez comment ça se passe. On a fait le test sur une catégorie de population. Un mois plus tard, on était à 60% de descente de la mise à jour, ce qui veut dire qu'on a 40% des gens qui n'avaient pas éteint leur ordinateur pendant un mois, avec tout ce que ça a comme impact en termes de consommation énergétique. Alors on peut parler de ça, on peut parler du mail également, même si ce n'est pas non plus ça qui va faire le plus grand impact, mais ça fait partie d'un apprentissage intellectuel, individuel, de l'impact du numérique sur la transition environnementale. Et vous êtes des entreprises signataires du pacte, donc des entreprises à mission d'une certaine manière, et donc c'est à vous de passer ces messages à vos employés qui ne sont pas des digital natifs pour la plupart. Et de notre côté, puisque c'est aussi un point, j'ai une deuxième casquette qui est la partie e-éducation, aujourd'hui dans les programmes de formation au collège et au lycée, ces pratiques-là, elles sont passées aux élèves qui découvrent le numérique et qui l'apprennent d'une certaine manière pour que nativement ils aient ces bonnes pratiques. Voilà, c'est vraiment ces deux sujets, objectivés et formés, qui me semblent vraiment importants. Après, des bonnes pratiques, il y en a plein. Et puis partagez-les, les bonnes pratiques, parce que mine de rien, il y a 4-5 ans, on faisait encore beaucoup de doigts mouillés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on voit que ça s'industrialise, que ça se met un peu en place. Mais la vérité ultime, elle n'est pas encore connue. Et donc, s'il y en a un qui a une bonne idée, il ne faut pas hésiter à la partager avec quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas en compétition sur ces trucs-là. Voilà. Gardez un peu de temps pour les questions, peut-être vous en avez, ou des témoignages, si certains d'entre vous veulent nous faire partager justement des bonnes pratiques ou des démarches dans lesquelles ils se sont engagés, les difficultés, les échecs. Comme l'a dit Georges, on est là bien sûr en échange et en bienveillance, donc la parole est à vous.